Bonsoir. Juste un truc qui m'évoque PPP, c'était, je ne sais pas si vous connaissez un spectacle d'un jeune chorégraphe français, je ne sais plus comment il s'appelle, mais si ça passe à Bordeaux, allez le voir, c'est un gars, c'est assez génial, qui jongle avec de la glace pendant 1 heure, et c'est un spectacle qui questionne l'espace, et c'est un truc superbe. Donc ça s'appelle Position parallèle au plancher. L'artiste, vous allez le retrouver si vous tapez sur Internet, ça va être tout simple. Donc oui, je suis Laurent Peruzat, je suis associé à l'AIA depuis maintenant 15 ans pratiquement. L'AIA, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une grosse agence. En effet, c'est une grosse structure française, en tout cas dans le panorama français. Et c'est une structure un peu atypique parce elle est construite un peu sur le mode anglo-saxon. C'est-à-dire qu'on a non seulement des architectes, on a des ingénieurs environnementalistes, on a des urbanistes, on a des paysagistes qui travaillent dans la même structure. Donc, l'idée de cette conférence, c'est vraiment de vous expliquer la manière dont on arrive à faire travailler tout cet ensemble de personnes. Donc très rapidement, je vais vous présenter donc AIA Live Design. L'objet, c'est une structure qui a été fondée en 1975, il y a pas mal de temps, par 3 architectes et ingénieurs nantais qui en définitive travaillaient sur des sujets qui étaient un peu complexes, qui étaient des sujets hospitaliers, mais à petite échelle, c'était des cliniques en général en Bretagne, et puis que depuis ce temps-là, l'agence a grandi parce que c'est vrai que c'est, on va dire, ces 50 dernières années, il y a eu un besoin énorme de restructurer la santé en France. Il y a eu un certain nombre de structures privées qui se sont montées, donc avec des cliniques, et puis les hôpitaux ont été évidemment contraints de se restructurer. Mais les hôpitaux et la santé, c'est évidemment pas notre seul domaine de prédilection. On est implanté un peu partout, on est implanté à Paris, Angers, et à Nantes. Nantes, c'était vraiment la structure d'origine. Et ensuite, on a quelques bureaux d'études spécialisés qui sont à Rennes, Angers. Lyon aussi, on a un gros bureau d'études qui regroupe architectes et ingénieurs. Et puis Bordeaux, on a une structure à Bordeaux qui est un peu pas marginale du tout, puisque ça s'appelle AIA Management, et qui fait principalement ce qu'on appelait avant de l'OPC, c'est-à-dire du pilotage de chantier, et puis qui est architecte d'exé pour d'autres maîtres d'œuvre ici en région bordelaise. Il y a 4 sujets qui intéressent principalement notre activité. Donc le sujet de la santé, évidemment, qui était le sujet d'origine, qui nous a permis de construire de gros hôpitaux, principalement, donc je vous l'ai dit, dans l'Ouest. Mais à Paris, on a travaillé sur l'hôpital Saint-Joseph, on fait de nombreux concours un peu partout. Et là, on vient de remporter un gros concours à Caen, où on va refaire totalement l'hôpital de Caen. Un deuxième, ce qu'on appelait les filières, qui sont des axes, on va dire, de développement pour nous, qui sont assez importants, qui est l'enseignement et la recherche, parce qu'on a toujours réalisé des projets d'enseignement ou de recherche. Quand je dis de recherche, c'est principalement des laboratoires, et c'est un peu par le biais de la santé qu'on a été amené à faire des laboratoires, mais ça reste, dans beaucoup des cas, des bâtiments d'enseignement, c'est en général des bâtiments d'enseignement supérieur. On n'a pas fait d'école d'architecture, mais on a fait une école de la marine au Havre, par exemple. Troisième filière, c'est ce qu'on a appelé l'îlot mixte urbain. C'est une filière qui regroupe non seulement l'activité, la conception de bâtiments tertiaires, mais aussi de logements, commerce. C'est en général ce qui aujourd'hui se développe énormément quand des promoteurs ou des maîtres d'ouvrage privés ou publics nous appellent. Dans bien des cas, quand il s'agit de faire des îlots, on travaille non seulement sur des sujets de logement, de conception de logement, mais aussi des sujets de tertiaire. Et dans bien des cas, on a des commerces qui y sont affiliés. Dernière filière, elle concerne la ville ressource. Comme on était organisé, on va dire, et assez capé techniquement, on a été questionné par des maîtres d'ouvrage, des gros maîtres d'ouvrage qui font des usines de traitement des déchets, usines de traitement des eaux, usines d'épuration, enfin tout ça. On fait aussi des gros complexes un peu partout, parfois très loin dans le monde, mais pour justement fabriquer ces usines qui participent quand même de la ville et qui sont une nécessité pour la ville. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ville ressource. Mais aussi dans cette filière, on s'attaque et on s'intéresse aussi à tous les sujets de mobilité et on fait pas des usines, mais c'est principalement des centres de remisage des trams, des bus, etc. Voilà. Donc ça, ce sont parmi les références qu'on a, c'est un gros projet qu'on a gagné il y a maintenant 6 ans, qui est l'hôpital de Monaco. C'est un énorme truc qui fait 380 millions d'euros. Donc c'est un projet très très complexe,
parce qu'on est à Monaco, on est sur un site qui est très très enclavé, très restreint, avec une superposition d'activités. Et Monaco, c'est une ville assez fascinante, c'est une ville assez horrible pour quand on raisonne comme urbaniste, ou en tous les cas quand on pose son regard comme architecte sur la ville, parce que c'est une ville qui est complètement surfaite, mais c'est une ville qui est assez fascinante, parce que ce sont systématiquement des défis techniques et des défis urbains pour justement fabriquer la ville sur elle-même. Donc ça, c'est un exemple d'hôpital à Saint-Brieuc, par exemple, un hôpital qu'on vient de livrer il y a 1 an. Très rapidement, ça, ce sont des laboratoires qu'on va livrer à Nice dans peu de temps, qui sont actuellement en étude. Ici, c'est un centre justement de remisage pour le tramway à Châtenay-Malabry, juste dans la périphérie de Paris. Donc voilà, ça c'est vraiment pour illustrer. Et là, c'est une grosse usine de traitement des déchets qui se situe à l'est de Paris. À Paris, il y a 3 grandes usines de traitement des déchets. Ici, je ne sais plus où est-ce qu'elles sont exactement, mais je crois qu'on a fait quelques études ici. Mais à Paris, il y en a 3, et l'une des principales, en tous les cas en termes d'activité, va se reconstruire, et c'est nous qui allons concevoir. Vous voyez juste à côté les tours de Nouvelles qui sont, donc c'est de l'autre côté du périphérique simplement, et les tours de Nouvelles sont du bon côté, puisque c'est à Paris. Ça, c'est une usine de traitement et de dessalement des eaux qu'on a réalisée, en tous les cas qu'on a conçue, et qui se situe à Melbourne, qui a été plus ou moins simplifiée pour des questions de crédit et de budget. Mais c'était une énorme usine, et je pense que c'était l'une des plus grosses au monde au moment où elle a été conçue. Et on travaille sur ces sujets avec des gros groupes comme Veolia, Suez Environnement et tous ces gros consortiums qui font du traitement et des usines assez complexes pour traiter les déchets ou l'eau. Voilà l'école de la marine, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on avait été sélectionné l'an dernier pour les prix du moniteur. C'est une école toute simple qui se situe au Havre, mais dans un site qui est assez fascinant et plutôt intéressant, et qui justement est situé pile entre la ville historique et le port qui est en train de complètement se régénérer, et que la ville est en train de se réapproprier. Rapidement, donc ça c'est des lycées dans les environs de Nantes, à Nord-sur-Erdre. Ça c'est un énorme projet qu'on vient de livrer, qu'on est sur le point de livrer à Lyon, qui est la reconversion de l'ancien hôpital de Lyon en un complexe non seulement de bureaux, de logements, un musée, on a un centre de conférence, enfin, c'est d'énormes sites avec des budgets qui sont assez conséquents, puisqu'on est sur des budgets d'environ 120 millions de travaux. Des logements, on en fait un peu partout, on en fait ici, on en fait voilà, sur l'ancien site de l'école de santé navale, pas très loin de la gare, donc on est en train de réaliser un complexe de logements qui est pratiquement fini. Du tertiaire avec des bureaux, là ce sont des bureaux pour le Crédit Mutuel de Nantes, tout simple. Et d'autres bureaux, ça c'est pour la DDTM de Vannes, des petits bureaux, un complexe de bureaux. Donc on fait très gros projets comme des projets qui ont des tailles bien plus modestes. On se cantonne pas à d'énormes projets, mais on essaie de varier et surtout d'offrir aux gens qui travaillent avec nous une multitude de programmes à traiter comme on en rêverait, en tous les cas quand on sort de l'école. C'est pas simplement du logement ou se cantonner dans une spécialité, mais essayer de sortir globalement, collectivement, un certain nombre de programmes et s'inscrire sur le maximum de programmes possibles en restant bien concentré sur les filières qui nous intéressent et sur les filières sur lesquelles on a des références. Ça, c'est un peu, je vous expliquerai pourquoi, mais c'est vrai que dans le champ de l'architecture en France, le vrai sujet, c'est que vous ne pourrez évidemment répondre à un programme ou à un appel d'offres que dans la mesure où vous avez un certain nombre de références. C'est assez contraignant, mais il faut commencer petit à petit, et il faut surtout essayer de pas trop se diversifier au départ pour justement trouver une petite niche dans laquelle vous pourrez vous développer, ou en tout cas développer votre structure, pour ensuite pouvoir s'intéresser à d'autres sujets qui vous porteront. Mais vous avez toujours besoin d'une niche. Nous, ça a été un peu la chance sur le domaine de la santé. On avait trouvé une vraie niche qui nous a permis de nous développer et de travailler sur d'autres projets. Donc aujourd'hui, compte tenu de la taille de l'agence, qui est une agence assez grosse puisqu'on regroupe environ 600 personnes, l'idée c'était de vous parler de la manière dont on aborde collectivement les projets. Lorsqu'on crée un hôpital, lorsqu'on travaille sur un hôpital comme celui de Monaco, il faut savoir qu'on est assez nombreux à travailler en termes de conception. Et quand je dis en termes de conception, on commence bien évidemment sur un programme qui est en concours, avec une concurrence qui est en général assez aguerrie.
qui met des moyens. Il faut savoir que sur ces concours, on a en général de gros moyens pour étudier, c'est-à-dire qu'on a des indemnités qui sont assez conséquentes. Et donc, de fait, on est obligé de mettre derrière des équipes assez structurées et assez grosses. Et pour ça, on a imaginé une méthode, ce qu'on appelle la MC2, ou en tous les cas la méthode créative commune, pour pouvoir travailler collectivement autour des projets. Et je vais vous expliquer de quelle manière. En général, bon, ça c'est exactement ce que je viens de dire, on ne va pas s'attarder, autour de 6 thèmes qu'on a jugés importants et essentiels lorsqu'on travaille sur un projet. Je ne vais pas vous parler d'architecture parce que les choix d'architecture, ils sont en jeu dans tous les sujets, dans toutes les thématiques qu'on a identifiées, enfin au moins dans les 6 thématiques qu'on a identifiées. Rapidement sur l'architecture, l'ambition qu'on porte en tous les cas au projet de manière générale, c'est évidemment, quelle que soit l'échelle du projet, y apporter le maximum de qualité. Et le maximum de qualité, quand on travaille sur des projets à une échelle qui est assez considérable, comme un hôpital, quand on a un hôpital qui fait 250 millions d'euros et qui fait 120 000 mètres carrés pratiquement, c'est une organisation particulière, mais c'est surtout la maîtrise de l'échelle et d'un projet architectural à cette échelle qui est vraiment l'ambition d'un projet. À cette échelle, évidemment, dans un premier temps, quand il s'agit vraiment de convaincre et d'être sûr d'avoir bien compris la question des usages, c'est aussi un travail de longue haleine, puisque lorsqu'on est lauréat d'un concours, il faut mener à terme ce projet, et que ce projet il se décline, et qu'à aucun moment on ne cesse de concevoir. Il n'y a pas une conception plus noble qu'une autre. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours estimé que les gens qui travaillaient sur des chantiers et qui étaient à ajuster avec les entreprises, les différentes entreprises, les détails ont aussi d'importance, et le détail, on le verra, a aussi d'importance que le projet en général. Ensuite, l'intérêt du projet, ou en tous les cas l'ambition qu'on peut porter sur un projet, c'est bien la relation qu'il peut y avoir du général jusqu'au détail, et de la grande échelle jusqu'à la petite échelle. Et ça, c'est un travail de longue haleine qu'il faut faire collectivement. On ne peut pas laisser travailler sur des projets à cette échelle-là, individuellement, les gens dans une agence. On est obligé de les réunir, on est obligé d'animer et de créer des débats au sein de l'agence. Je vais vous expliquer de quelle manière. Donc ces thématiques, la première, c'est le rôle de chacun sur un projet. C'est un élément important. Et à notre échelle, je vais rentrer dans le détail plus tard. Deuxième élément, le carnet de voyage, c'est un peu le fil rouge du projet. C'est un peu ce qui constitue un peu le corpus commun qu'on travaille collectivement pour que justement une personne, n'importe quelle personne qui arrive sur le projet soit en capacité à se réapproprier l'histoire du projet. C'est un élément important parce que quand on travaille sur un projet comme celui de Monaco, on passe pratiquement 5 ans en études sur le projet. Donc pendant ces 5 ans, vous pouvez imaginer qu'il y a un certain nombre de gens qui passent, et que si ces personnes ne sont pas en capacité à s'approprier le projet et la conception du projet, eh ben, tout le monde y va de sa petite envie, son petit besoin, et on n'arrive pas à créer une certaine homogénéité de conception sur le projet. Ensuite, le workshop, c'est un élément important parce que le workshop, c'est simplement un moment de travail collectif, et c'est nécessaire, et notre métier nous pousse à ça, en tous les cas. Je pense qu'il est enrichissant parce qu'on confronte des cultures, mais il est surtout enrichissant pour nous, architectes, parce que ce sont des moments de création collective, où en tous les cas, on acte un certain nombre de choix collectifs. On n'est jamais toujours d'accord sur ces choix, puisqu'on a tous des cultures différentes. Mais lorsqu'on acte ensemble et collectivement des choix sur les projets, on est en capacité à les tenir dans la longueur et sur la durée. Ça, c'est un élément hyper important. La culture du détail, c'est simplement le fait que, ce que je disais tout à l'heure, il ne faut jamais oublier, lorsqu'un projet se travaille à une échelle, vous verrez, vous comprendrez quelles sont les temporalités sur le projet, entre les phases de conception, les phases d'un concours où l'esprit du projet se libère, ou en tous les cas il peut faire mouche si on est retenu sur ce projet. Il faut que cet esprit qui a en tous les cas convaincu les gens qui vous ont retenu puisse rester jusqu'à la fin et jusqu'au dernier réglage du dernier boulon, du dernier garde-corps. Ça, c'est un élément important aussi. Si on veut que le projet offre une cohérence au global et une forme de pertinence. Ensuite, le tableau de bord, c'est un élément chez nous important parce que toujours lié à la taille des projets, on responsabilise l'ensemble des directeurs de projet et les gens qui travaillent sur le projet à l'économie du projet et à l'économie des études. Il faut que tout le monde soit au fait de l'investissement que ça représente pour la structure, et que tout le monde mesure les besoins
Et c'est un truc qui est très simple, hein. Mais par contre, c'est un tableau de bord qui nous permet de voir quand il y a des dérives, comment réajuster, et surtout, préalablement, au début, lorsque vous voyez arriver un concours, que vous avez une indemnité de 100 000 €, que vous regardez dans le temps quel temps vous avez pour le produire, très rapidement, vous êtes en capacité à dire il me faut tant de personnes et je vais m'organiser de telle manière. Au début, il y aura 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Et donc, on fait des chronogrammes. C'est des trucs tout bêtes, mais au moins, ça nous permet d'anticiper et puis, au final, de bien mesurer si on est resté dans les clous de l'investissement ou on n'est pas trop en dehors de l'investissement. Et ensuite, les retours d'expérience. Retour d'expérience, c'est un moment aussi important parce qu'un projet ou une phase de projet peut représenter un échec en soi, parce que ça peut être un échec financier, parce que le projet n'est pas abouti, parce qu'on a des problèmes, comme sur certains de nos projets, on a eu des permis de construire qui ont été refusés pour différentes raisons. Simplement, analyser ces temps, le temps des échecs, le temps de ce qui a marché aussi, retenir et bien comprendre ce qui marche dans le projet en termes d'études et ce qui n'a pas marché pour justement être en capacité à ajuster sur les phases ultérieures ou en tous les cas sur les autres projets et réajuster si nécessaire. Donc ces 6 thèmes, je vais simplement vous les développer assez rapidement. Qu'est-ce que donc la MC2 ? C'est vrai que c'est une temporalité du projet, mais c'est une réflexion tout au long du projet. Ça va évidemment sur les phases de concours jusqu'aux phases de réalisation, ce que je disais tout à l'heure. Et c'est des moments particuliers où on s'arrête justement, où on fait des points et on fait avancer le projet. Parce que on a besoin de ces temps morts sur le projet. Le projet, ce n'est pas un flux continu de conception. On a besoin, surtout quand on travaille en équipe, de faire et de procéder à des temps morts qui sont liés à la conception du projet ou simplement des temps morts parce qu'on est entre 2 phases et qu'on fait un point, on fait un bilan et on réoriente les études si nécessaire. Donc l'écosystème AIA, c'est très particulier parce que c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, on est 600 donc, sur l'ensemble des structures, mais à Paris, l'agence que je dirige, on est 150, et sur ces 150, on a je pense environ 60 architectes. On doit avoir une cinquantaine d'ingénieurs qui ne font que de l'ingénierie TCE, donc qui font tout corps d'État en ingénierie, y compris du VRD. Et puis, on a des gens qui font du chantier, qui suivent nos chantiers, et sur lesquels les archis interviennent aussi, mais qui suivent nos chantiers et qui sont vraiment formés à ça. Chose à laquelle on n'est pas forcément formé. Et il faut être armé quand on est face à de grosses entreprises sur des gros budgets de projets. Donc le projet, c'est vraiment l'élément qui s'inscrit dans une linéarité simple, qui traverse ces différentes phases. Et les filières, notre organisation fait que les chefs de projet et les mandataires, dont je fais partie, enfin les associés ou les mandataires, le mandataire, c'est simplement la personne qui a en charge un mandat. Et le mandat, c'est ni plus ni moins qu'un contrat qu'on a avec un maître d'ouvrage à un moment ou un autre, qu'on signe avec un maître d'ouvrage. Mais avant de signer ce contrat, on a fait un certain nombre de démarches. Et ces démarches, elles sont des démarches en développement. Vous serez tous amenés à faire des démarches en développement, à aller chercher des projets, à aller présenter vos books et à aller évidemment vous inscrire sur des appels d'offres si vous avez une structure assez capée. Mais dans un premier temps, vous serez amenés à faire ces démarches. Il est important, en tous les cas, que ces démarches, vous ayez une idée claire à énoncer à un maître d'ouvrage par rapport à votre capacité de faire. Et il est important aussi que cet engagement que vous prendrez avec un maître d'ouvrage, vous soyez en capacité à le tenir, donc à vous organiser au fil du temps, au fil des différentes temporalités du projet, pour tenir vos engagements. Et ce mandat, en tous les cas, ça n'est que ça. Alors, évidemment, l'architecte, il peut être mandataire, ça peut être le directeur de projet, il peut tout faire, ça peut être l'homme orchestre, mais il est évident et nécessaire pour des structures comme les nôtres qu'il y ait des personnes qui fassent plus de développement, même si les architectes sont forcément soumis à du développement, c'est-à-dire qu'on est sollicité pour accompagner les gens qui prennent des rendez-vous en termes de commerciaux, tout simplement, avec des maîtres d'ouvrage. Et cet accompagnement qu'on fait auprès des gens qui font du développement, on le tient ensuite, en général, c'est l'interlocuteur qui a été choisi au départ, qui tient le projet, qui devient mandataire du projet, et qui s'assure que le projet est bien en phase avec les besoins d'un maître d'ouvrage. Et les besoins d'un maître d'ouvrage, c'est pas uniquement un programme, c'est des ambitions qui sont portées sur un projet, parce qu'un maître d'ouvrage, il a aussi une idée de ce qu'il veut.
Et c'est ce partage de cette idée qu'il faut que vous soyez en capacité à comprendre et à vous accaparer, justement, pour le transformer ensuite dans le projet. On est simplement de simples médiateurs, hein. Les métiers, donc les métiers, c'est simplement le métier, les différents métiers qui sont impactés sur les, enfin qui sont présents plus exactement sur les projets qu'on travaille. Donc beaucoup d'ingénierie malgré tout sur des projets assez complexes, beaucoup d'ingénierie environnementale parce qu'aujourd'hui tous les projets intègrent une dimension environnementale qui est questionnée systématiquement sur tous les projets. Et puis les architectes qui sont présents évidemment sur le projet. Et ensuite, on a aussi une division qui s'occupe principalement de recherche et développement. L'idée étant que sur tous les projets où on a, dès que vous avez un projet un peu ambitieux, en termes d'enveloppe, de façade, vous serez soumis à ce qu'on appelle un ATEX, un dépôt d'un ATEX, un avis technique expérimental, parce que ça n'existe pas dans les normes, parce que voilà, il y a un certain nombre de projets qu'on réalise sur Monaco par exemple, même sur d'autres hôpitaux, où on a été contraint de déposer des ATEX parce qu'on avait dessiné des choses qui évidemment, du point de vue des DTU, ne rentraient évidemment pas dans les cordes. Mais tous ces ATEX, en général, donnent l'objet de sujets en recherche qui sont exploités par notre division, soit pour essayer de capitaliser techniquement chez nous sur d'autres projets, sur enfin des dispositifs, des dispositions qu'on sera en capacité à réinjecter sur d'autres projets, soit pour comme notre ingénierie évidemment est infidèle, elle ne travaille pas que pour nous, elle travaille aussi pour d'autres architectes, soit pour vendre des prestations auprès d'autres architectes. On a un studio à l'agence qui s'appelle le Studio Façade et on travaille pour d'autres architectes qui travaillent sur des objets un peu complexes comme on les affectionne à l'agence. Le mandataire. Donc le mandataire, c'est ce que je disais, c'est vraiment le responsable, c'est celui qui porte le mandat vis-à-vis du maître d'ouvrage, donc d'un client. Et c'est celui qui s'assure que non seulement le projet correspond en termes de besoins à ce que souhaite le client, et que ce projet-là intègre tous les éléments qui sont souhaités par le client. Donc les mandataires, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, on retrouve les filières et les métiers, mais le mandataire, il porte cet engagement, c'est-à-dire qu'il vérifie que les moyens sont là, que l'investissement et que la mobilisation des différents architectes nécessaires pour produire le projet, quelle que soit l'échelle, sont bien présents. Il définit aussi les enjeux du projet. C'est-à-dire que vous allez être soumis à pas mal de sollicitations aussi. Attention aux sollicitations, parce que c'est vrai qu'elles sont parfois séduisantes, mais elles ne mènent parfois sur rien. Il faut que vous soyez en capacité à bien mesurer les enjeux sur lesquels vous investissez et sur lesquels vous faites porter un risque, non seulement pour vous si vous êtes seul, mais pour la structure que vous allez engager aussi. Donc le mandataire, il définit aussi les enjeux du projet compte tenu de la relation et du risque qu'il y a à apporter sur un projet. Ça, c'est un élément important et c'est un élément d'appréciation qui malheureusement s'acquiert avec l'expérience, mais qu'il faut que vous soyez en capacité à bien mesurer au départ, parce que vous allez être sollicité par des promoteurs pour faire des faisabilités, que si vous n'avez pas signé de contrat, ou en tous les cas, si vous n'avez pas bien identifié une période de travail sur laquelle vous pouvez porter un risque financier, parce que vous ne travaillerez pas gratuitement, il faut que vous soyez en capacité, même si vous le partagez avec votre promoteur, parce que ou la personne qui vous sollicitera pour une étude, si elle ne veut pas s'engager trop loin, arrangez-vous quand même pour identifier le temps dont vous avez besoin pour investir sur la demande qui est la demande de votre client. Et puis, s'il n'est pas en capacité à partager le risque, enfin, ou proposez-lui de partager le risque. C'est-à-dire que vous êtes prêt à investir jusqu'à telle hauteur pour partager le risque en lui disant ouvertement ça me coûterait le double, mais moi je suis prêt à prendre le risque avec vous. Et ça, il appréciera. Mais en sachant que vous pourrez régulariser dans le cadre d'un contrat à venir, dès qu'il aura eu son permis de construire, dès qu'il aura eu ses financements, pour justement retrouver, en tous les cas, le risque que vous avez porté à un moment. Le mandataire, il participe évidemment à toutes les interfaces, les réunions avec le maître d'ouvrage, ça c'est important, c'est-à-dire qu'il faut que le maître d'ouvrage ait un seul interlocuteur et éviter de multiplier les interlocuteurs. Il faut à un moment ou à un autre que le maître d'ouvrage soit en capacité à s'adresser à une personne sur tous les besoins qu'il a.
et éviter surtout d'envoyer le petit stagiaire qui n'est pas forcément au courant, en tous les cas qui n'est pas au niveau pour négocier avec son maître d'ouvrage. Et c'est vraiment un rapport de client qu'il faut avoir, c'est un client qu'il faut entretenir et on ne peut pas déléguer malheureusement dans bien des cas ce rapport avec un maître d'ouvrage qui est essentiel. Il implique évidemment, le mandataire doit impliquer le client dans les choix de la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire que dans les choix aussi que vous ferez en termes d'architecture, je pense qu'un maître d'ouvrage est toujours intéressé pour que vous lui racontiez l'histoire de votre projet et la manière dont vous lui proposez un projet. Je pense que l'histoire que vous allez lui proposer pour le projet, elle est essentielle. Il faut à tout prix qu'un maître d'ouvrage soit en capacité à s'approprier la conception de votre projet. S'il s'approprie, s'il comprend la conception de votre projet, s'il comprend votre projet, ou en tous les cas la force de votre projet, vous aurez un allié essentiel ensuite pour le défendre économiquement, s'il y a évidemment des risques, mais aussi pour l'attacher au projet d'un point de vue intellectuel simplement. Il est responsable du contrat, on l'a déjà dit, et ensuite il veille à d'éventuels futurs projets, c'est-à-dire que lorsque nous, on est attaché à un certain type de maîtres d'ouvrage qui ont plusieurs projets, quand c'est des hôpitaux, quand c'est des cliniques, c'est des grands groupes de santé en France qui construisent des cliniques un peu partout en France, il est évident qu'on a intérêt à entretenir une relation qui potentiellement pourrait nous donner d'autres projets ou nous amener d'autres projets. Le mandataire, évidemment, au sein de l'agence, il reste garant de la vision globale du projet. Ça, c'est un élément essentiel. C'est-à-dire qu'il doit non seulement définir les ambitions du projet, mais être sûr qu'à l'arrivée, les ambitions sont bien inscrites dans le projet. Il est garant de l'économie du projet, chez nous, mais comme vis-à-vis d'un client. C'est-à-dire que le mandataire est bien la personne qui, à l'agence, vérifie qu'il n'y a pas eu trop de dépenses, ou en tous les cas, s'il y a un risque sur des concours en jeu. Moi, personnellement, je m'assure auprès de mes associés que je peux porter le risque. Et je vais vous expliquer avec quels outils on voit et on porte le risque collectivement. Et ensuite, évidemment, de fait, il s'engage sur la rentabilité financière des projets et des études. Il est essentiel, et, il ne faut pas rêver, mais on a le droit de rêver quand on est architecte, et on rêve au travers de nos projets, mais il faut rester conscient que financièrement, on ne peut pas porter tous les risques non plus, au risque de capoter. Donc là-dessus, je ne vais pas trop m'étendre, il vérifie mensuellement. Là, c'est vraiment les outils qu'on a pour justement contrôler la gestion des projets, mais il y a différents outils. Nous, à l'agence, on a un outil qui permet de gérer le temps passé sur les différents projets. On a des outils financiers qui nous permettent de rentrer tous les honoraires sur les projets en fonction des phases et en fonction du temps passé, de voir si on est en phase et si on n'a pas surinvesti sur un projet, voire sous-investi, ça ne serait pas trop grave, mais si on a sous-investi avec des problèmes sur le projet, c'est qu'on a mal géré son projet. Il fixe évidemment les référents du projet, les ambitions du projet, ça on l'a déjà dit. Il garantit le travail pluridisciplinaire, c'est-à-dire que chez nous, le mandataire est important dans la régulation et l'organisation du travail en collectif entre l'ingénierie, la partie environnementale, parfois les urbanistes ou les paysagistes, et puis évidemment les architectes. On n'est pas seul à concevoir les projets, mais ça c'est un peu la structure qui veut ça. Il faut savoir qu'en définitive, on est presque, je ne sais pas, il doit y avoir environ 150 personnes ici. Imaginez qu'il y ait une partie d'ingénieurs, une autre partie d'architectes, qu'il y ait quelques environnementalistes, et puis qu'il y ait 2 urbanistes d'un côté, et puis 3 paysagistes. C'est ce qui se passe à l'agence, c'est exactement ça. Et le mandataire, il doit s'assurer que tout le monde travaille en bonne et due forme, et que non seulement parfois il n'y a pas de conflit, s'assurer que ça marche, que tout le monde est en phase sur le projet, et que tout le monde trouve son compte sur le projet, justement pour la qualité du projet lui-même. Il anime évidemment le suivi des débats, et je vais vous raconter de quel débat il s'agit. Carnet de voyage, c'est un élément hyper important. En gros, le carnet de voyage, c'est un peu le storyboard du projet. C'est un élément dans lequel on va concentrer tout le travail qui a fait l'objet d'un choix commun. Quand on est sur une équipe de 3-4 personnes, même à partir de 2 personnes, on peut commencer à le constituer. C'est un élément essentiel qui permet justement de revenir sur des phases antérieures, parce que vous verrez qu'un projet, le caractère un peu itératif d'un projet fait que parfois on questionne, on re-questionne des mêmes éléments du projet.
Et puis on s'aperçoit qu'on les a étudiés, parfois c'est 1-2 ans avant. Quand on s'inscrit sur un projet à long terme, c'est parfois 2 ans avant qu'on a fait des simulations. Par exemple sur le projet de Monaco dont je parlais, on a fait plusieurs carnets. Et c'est des carnets qui sont qu'on appelle carnets typologiques, et parce qu'il y a plein de sujets sur un hôpital, et il y a plein de sujets qui sont tous transversaux et qui impactent tous l'architecture. Et on a fait des carnets typologiques qui nous permettent de revenir en fonction des thèmes sur le projet et sur ce qu'on a déjà présenté à un maître d'ouvrage ou sur ce qu'on a déjà fait, sur lequel on voudrait revenir, ou en tous les cas qui peut constituer à un moment ou à un autre un élément qu'on peut réintégrer dans le projet, qui était peut-être trop jeune au moment où on l'a imaginé et qu'on l'a consigné dans ce carnet, mais qui aujourd'hui a mûri, donc on est en capacité à le réinjecter dans le projet. C'est important parce que ça évite souvent de perdre du temps, et puisque c'est une trace écrite, c'est une trace qui a été produite, au moins elle n'a pas été produite pour rien. Et ça, c'est un élément important. Donc, les sources aujourd'hui sur le projet, on fait travailler dans ces carnets, on inclut non seulement le travail des architectes, mais aussi celui de toute l'ingénierie. Tous les ingénieurs mettent, suivant les phases et suivant les différents workshops, les éléments qui sont essentiels et nécessaires, en tous les cas, qui ont été arrêtés, actés ensemble sur le projet, qui deviennent pour les architectes une source évidemment d'enrichissement pour le projet et leur réflexion sur le projet. La narration du projet, c'est important. On le retrouve toujours parce qu'un projet, ce n'est pas simplement une image pour un concours qui est séduisante. L'image pour un concours, elle reste à une échelle. C'est aussi la manière dont les gens qui vont travailler sur le chantier, qui vont mettre au point les détails, seront en capacité à retrouver la genèse du projet et comprendre ce qui a fondé le projet. Et offrir une cohérence entre la conception globale de votre projet jusqu'au détail et jusqu'à la réalisation. Et c'est souvent ce qui porte en tous les cas le plus de pertinence sur un projet. C'est l'histoire partagée évidemment, puisque c'est un choix collectif qu'on fait ensemble. Alors, dans bien des cas, ce sont des choix qu'on a actés collectivement autour de workshops. Et donc aujourd'hui, on utilise le numérique. On a des serveurs où on range tous les cahiers thématiques et tous les cahiers typologiques sur chacun des projets, de façon à être en capacité à ce que ces dossiers soient accessibles à tous, tout simplement. Ça commence tout simplement avec, c'est ce qu'on a fait à l'école, hein. Je pense qu'on n'a rien inventé, sauf que l'intérêt, c'est essayer de concentrer dans des dossiers tout simples, hein, justement toute cette histoire. Quand on travaille sur un projet et qu'on est à l'orée d'un projet, qu'on a des éléments d'un programme, qu'on a un site, qu'on analyse ce site, qu'on analyse les données du PLU, qu'on analyse l'histoire du site et ses évolutions, qu'on analyse le paysage du site, on consigne tout ça sur les phases de concours et on le fait vivre au fil du temps. Donc ça, c'est des exemples tout simples où on a fait des choix un peu déterminants sur des typologies de bâtiments. C'était un bâtiment tertiaire à Nantes. Voilà, on consigne les choses. Ça peut être très simple, ça peut être très souvent des croquis simples. C'est pas forcément une formalisation complexe. Parfois, un croquis tout simple exprime beaucoup plus que des formalisations, en tous les cas, qui sont un peu figées et qui cristallisent un peu trop les choses. Et suivant les étapes, il faut apprendre à maîtriser justement ce niveau de détail nécessaire pour le projet, pour enrichir le projet. Donc bon, on va passer là-dessus. Les workshops sont des moments où, en définitive, on fait intervenir tout le monde. Et ça, c'est le mandataire qui définit un peu, suivant la chronologie du projet, qui il veut faire intervenir sur les projets. On a fait, par exemple, pour l'école de la marine dont je m'occupais au Havre, on avait fait intervenir des gens qui étaient sortis de l'école de la marine, des gens qui travaillaient dans des bâtiments d'enseignement technique. On avait fait intervenir un urbaniste du Havre. On avait fait intervenir il y avait qui d'autre? Il y avait pas un philosophe. Je crois qu'il y avait un philosophe, mais bon, ça c'était un peu une coïncidence. Mais on a fait intervenir toutes sortes de personnalités pour réfléchir à ce que pourrait être une école de la marine et ce que signifiait aujourd'hui une école de la marine. Donc ça, c'était vraiment sur les phases de conception un peu dures et très en amont sur le projet. L'idée, c'était d'ouvrir tous les champs des possibles. Le risque quand on est architecte, c'est un peu parfois se replier un peu sur sa profession et en tous les cas sur les paradigmes qui sont ceux de l'architecture et uniquement ceux de l'architecture. L'architecture, c'est pas simplement les paradigmes
qui nous séduisent, ou en tous les cas auxquels on est attaché, c'est souvent des questions d'usage qui sont propres. Lorsqu'un maître d'ouvrage vient vous voir, la première question que vous pose un maître d'ouvrage, c'est voilà, j'ai besoin d'un bâtiment pour ces usages. Il est parfaitement au fait des usages qu'il veut inscrire dans son bâtiment. Il sait exactement à quoi correspondent ces usages. Vous ne le savez pas toujours. Quand on a fait l'école de la marine, on ne savait pas du tout. Moi, j'avais jamais, je connaissais la mer, mais j'avais jamais été dans une école de la marine. Je savais pas du tout en quoi consistait l'enseignement. Et donc, il a fallu qu'on comprenne. On a été on a fait un workshop. On a été sur un gros bateau qui faisait la navette entre la France et l'Angleterre, parce qu'on connaissait le capitaine qui s'en occupait. Donc, simplement pour rester et aller se balader dans les salles des machines pendant la nuit, aller dormir et puis aller sur le pont, évidemment, et la passerelle avec le capitaine pour voir en quoi consistait leur métier. Simplement comprendre le métier, parce que l'école devait intégrer et former ces gens-là à un métier avec des usages très très particuliers et très poussés. Et en l'occurrence, c'était des salles de simulation virtuelles, mais on avait une idée assez simple du fonctionnement d'un navire. Et la seule originalité qu'on a eue quand on a fait le concours, c'est qu'on avait cet avantage par rapport à d'autres, c'est qu'on voulait que le bâtiment à construire, en tous les cas cette école, ressemble pas vraiment à un paquebot. C'était pas l'objet, on était dans un contexte portuaire, mais on voulait simplement qu'ils retrouvent dans ce bâtiment-là la même organisation que sur celle d'un navire. Et c'est en gros ce qui a fait mouche. Le projet était peut-être pertinent du point de vue de l'architecture, mais en plus, on a fait la différence parce que justement, on avait parfaitement compris comment fonctionnait un navire, et que cette école qui était destinée à de jeunes élèves qui étaient amenés à faire fonctionner des navires, eh bien, ils se retrouvaient en tous les cas dans une configuration qui était exactement la même que celle qu'ils retrouveront demain sur un bateau. Et c'est simplement ces workshops justement avec des différents professionnels nous ont permis de comprendre quels étaient les besoins, les usages. Et on les a fait très en amont. Ensuite, on a fait différents workshops à d'autres moments du projet. Donc c'est un temps partagé qui est entre architectes, ingénieurs aussi, parce qu'il faut intégrer les données d'un programme technique ou environnemental. Il y avait des gros enjeux environnementaux, donc il y avait 2 ingénieurs qui travaillaient avec nous sur la capacité qu'avait le projet justement à être totalement autonome. Et quand je dis totalement autonome, le projet devait être mensuellement autonome, c'est-à-dire qu'il ne devait pas consommer plus d'énergie qu'il n'en produisait. Et il y avait juste un petit laps de temps entre le mois de janvier et février où on avait un petit déficit. Mais en gros, le projet a été conçu pour être totalement autonome, c'est-à-dire qu'il y avait une production d'énergie qui était suffisante. Il avait un certain nombre de dispositifs, justement, avec des capteurs qui étaient dans les bassins, qui nous permettaient de réguler le niveau de la température de l'eau et tout, enfin d'optimiser toutes les énergies qui étaient à l'intérieur. Donc ces workshops, c'est des moments de travail particuliers où en fonction des phases, on convoque des personnes particulières aussi. Ça peut être des phases en chantier très tardives, où on convoque uniquement des techniciens, et on peut faire des workshops, y compris avec les entreprises, entre les concepteurs et les entrepreneurs, pour faire avancer, faire évoluer notre conception, y compris sur les phases chantier. Ce choix, il est déterminant, parce qu'à un moment ou à un autre, le workshop, quand on est entre architectes en amont, il va nous permettre d'acter collectivement un certain nombre d'orientations pour le projet et d'enrichir collectivement, au travers du débat, les choix qu'on fait sur le projet. On a tous des cultures très différentes les uns des autres, et le travail autour du projet, c'est avant tout le choix d'une culture qu'on souhaite intégrer au projet. Et cette culture, elle peut être évidemment une culture dominante quand on a des architectes de forte personnalité qui ont envie de mettre, mais elle peut être une culture aussi partagée et avec beaucoup d'ambition collectivement. Et ça, c'est ce à quoi on est attaché à l'AIA. Mais évidemment, c'est un peu lié à nouveau à la taille de l'agence et à la taille de la structure, parce qu'on est convaincu que ces choix collectifs sont des éléments hyper importants pour fédérer sur le projet et fédérer le travail collectif sur le projet. L'architecte, il n'est pas seul, ou en tous les cas, je pense qu'il est assez loin le temps où il était seul, isolé dans sa tour d'ivoire, à faire ses projets. Aujourd'hui, on est tous amenés à travailler collectivement, non seulement à l'agence,
mais à l'extérieur aussi. On est de plus en plus sollicité par des maîtres d'ouvrage pour justement, nous en tous les cas dans le champ de l'hospitalier, pour animer même des réunions où on fait ce qu'on appelle aujourd'hui de l'aide au changement. C'est-à-dire que le projet, un projet architectural, c'est un projet politique hyper puissant. Quand on fait un hôpital, quand vous avez 6000 personnes qui vont travailler sur un hôpital, on comprend assez rapidement que l'enjeu et le projet en soi, c'est un enjeu politique pour fédérer autour des usages et autour de l'envie qu'ont les gens de travailler dans le projet. Et ça, si on ne le comprend pas en amont, c'est un peu dommage, parce que je pense qu'en général, on passe à côté des usages, ou en tout cas, on n'offre pas aux usagers ce qu'ils souhaitent. L'architecture, ce n'est pas simplement une question d'usage, hein. C'est vrai qu'on est très attaché, nous, à l'AIA, à la question de l'usage, parce que c'est les programmes principalement de santé qui sont des sujets très très complexes, qui nous y poussent. Mais c'est aussi une question de culture, c'est la nôtre, mais c'est celle aussi des gens que vous allez rencontrer. Vous allez être systématiquement confrontés à des cultures en face de vous, qui ont des avis sur l'architecture, tout à fait respectables, à commencer par celle de votre maître d'ouvrage, c'est important, parce qu'il ambitionne avec vous un projet, c'est son projet à un moment ou à un autre, et il faut qu'il se reconnaisse dans la culture de votre projet. Ça, c'est un élément hyper important. Et on a fait, pour essayer de fédérer les maîtres d'ouvrage, on a fait, y compris sur des phases de conception très en amont, un travail avec nos maîtres d'ouvrage pour essayer de les intégrer au projet, ou en tous les cas comprendre quelles étaient les ambitions qu'ils voulaient porter au projet. Et ça, ce dialogue avec un maître d'ouvrage, c'est essentiel pour que non seulement, comme je le disais tout à l'heure, ils soient en capacité à s'approprier le projet, à le soutenir donc, à le soutenir de plusieurs manières, financièrement aussi, parce que c'est lui qui va quand même mettre la main à la pâte et qui va financer le projet, mais à le soutenir intellectuellement, et ça, c'est assez puissant quand un maître d'ouvrage est convaincu de la qualité de votre projet, parce qu'il vous fait confiance ensuite. C'est-à-dire que ça nous laisse une liberté pour justement lui proposer des solutions qu'on trouve et qu'on justifie cohérentes avec le projet, mais qui parfois donnent lieu parfois à évidemment des investissements supplémentaires de sa part qu'il n'avait pas forcément imaginé. Mais s'il est convaincu, en général, il vous aide. Le grand principe aussi du workshop, c'est que tout le monde, enfin c'est chez nous, c'est un peu la philosophie de l'agence, c'est que tout le monde a son mot à dire. Parfois j'ai trouvé des jeunes stagiaires qui étaient plus pertinents que des associés chez moi. Il n'y a pas de, on ne juge pas les gens, on juge uniquement la qualité du raisonnement qui est proposé sur le projet. Et ensuite, on voit collectivement comment on arrive à construire une idée cohérente à offrir à un maître d'ouvrage, quelle que soit la provenance justement des remarques. Les ingénieurs interviennent donc, mais comme je le disais tout à l'heure, ça peut être des personnalités extérieures qui ne sont pas du tout des professionnels comme nous et qui ont aussi un regard assez pertinent sur la ville, sur les usages, mais aussi sur le projet architectural lorsqu'ils sont d'un grand niveau intellectuel. Voilà, j'ai à peu près tout dit sur le sujet. Donc les temporalités des workshops, ça c'est vraiment au choix. C'est vrai que quand on s'inscrit sur des projets qui sont assez longs, c'est des moments importants, clés, suivant toutes les phases. Les phases du projet, il faut vraiment les avoir en tête. C'est vrai que c'est un sacré exercice, je pense, pour vous, de comprendre, en fonction des sujets que vous allez traiter, quelles sont les phases et les temporalités. Et surtout, aider vos maîtres d'ouvrage à se poser les bonnes questions en fonction des phases. Nous, on est souvent confrontés à ça lorsqu'on rencontre des équipes de soignants. Mais évidemment, tout le monde aimerait bien, et tout le monde regarde son local, tout le monde regarde son bureau. Mais quand c'est sur une phase en amont, il faut les aider à regarder la globalité du projet et l'organisation générale du projet, en leur expliquant qu'il y aura des phases où on va s'attacher évidemment à l'ergonomie d'un espace plus particulier, où on va s'attacher à la qualité de l'espace, où on va le définir, un peu mieux le définir, le préciser en termes de matérialité et tout. Mais il faut vraiment comprendre, parce qu'on s'égare très rapidement. Le projet, c'est un peu Internet. On peut très bien rester sur une lecture globale suffisante et surtout bien intégrer ce qu'on veut faire en fonction des phases. Il faut intégrer ce temps-là.
C'est un temps, c'est vrai que la pratique nous permet justement d'acquérir cette maîtrise de la temporalité du projet, mais il faut que vous soyez en capacité à l'acquérir assez rapidement pour que vous soyez en capacité à aider vos maîtres d'ouvrage, quels que soient les maîtres d'ouvrage, à leur demander au bon moment justement les éléments pour ne pas s'égarer, comme sur Internet, qui peut être un puissant frein. Bon, les équipes, l'organisation, bon, je ne vais pas revenir parce que j'ai déjà dit quoi, sur la préparation. Un workshop, ça se prépare. C'est-à-dire qu'un workshop, c'est avant tout un moment de travail collectif. Il faut, quand vous abordez, enfin nous, en tous les cas, la question quand on aborde un workshop à l'agence, c'est quelle est la question qu'on pose au workshop et la question à laquelle on veut répondre. Ce n'est pas la peine de trop ambitionner, mais quel est le sujet sur lequel on veut collectivement travailler et apporter une réponse. Ce n'est pas la peine de s'éparpiller. Je pense qu'il faut, en général, quand on fait un workshop, on a 1-2 questions maximum. On prépare, donc on prépare les intervenants, c'est-à-dire qu'en fonction de la question qu'on pose, on essaie de voir le panel de gens qui seraient en capacité à apporter des réponses à cette question. Et ensuite, le temps du workshop, c'est un temps qui est animé. C'est pas, on travaille l'un à côté de l'autre. Il y a toujours un animateur qui est le garant du temps de ce workshop. En général, comme on est assez nombreux, on essaie de diviser en groupes, on essaie de confronter les idées, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on va diverger sur plusieurs options possibles sur un projet. On se réunit à nouveau, on confronte les idées, et dans cette confrontation, on essaie de mettre en discussion ceux qui ont travaillé sur un sujet face aux autres. On justifie, comme à l'école, c'est-à-dire qu'on arrive, on dit voilà ce qu'on a fait, on explique la conception et la manière dont on pense apporter la meilleure solution. On la confronte aux autres, les autres expliquent la leur, et puis on fait la critique, l'autocritique de sa conception, quand on a vu ce qu'ont proposé les autres, des limites de sa conception, et les autres en font de même, pour essayer de converger vers un point, ou en tous les cas essayer de reprendre les éléments qu'on trouve pertinents dans une proposition ou une autre. Parfois, on en écarte totalement une, mais parfois, elles ont vraiment une pertinence et on essaie de voir de quelle manière on pourrait rassembler justement cette pertinence. Donc ça, je ne vais pas revenir sur les workshops élargis, quand, comment, ça c'est vraiment en fonction des phases. C'est important parce que ces moments collectifs, c'est ceux qui vont construire le projet, et les workshops à l'agence, c'est vraiment le moment. Enfin, d'ailleurs, les gens souhaitent s'inscrire sur les workshops, on ne peut pas accueillir tout le monde, pour que justement ils participent à ce moment un peu de fusion collective. Il y a des workshops donc d'équipes simplement parce que ça peut se faire avec des équipes élargies comme on le voyait précédemment et sur des phases très en amont, mais on peut très bien le faire avec 3-4 personnes très rapidement sur des projets. Sur une phase particulière, sur un sujet particulier, on réunit 3-4 personnes, on fait intervenir une autre personne qui a travaillé sur un autre projet et qui a un regard externe, qui soit en capacité à justement amener un peu de sang neuf parfois, ou en tous les cas, si on l'a jugé capable, ayant une certaine expérience sur le sujet, on n'hésite pas en général à faire et à profiter de l'expérience de chacun pour enrichir le projet. Et ensuite, il y a des workshops qui sont très très spécifiques et parfois c'est souvent technique. Donc sur des sujets, ça peut se faire même au moment d'un chantier, comme je l'évoquais tout à l'heure sur le NSM, on l'avait fait très tardivement. Mais ça peut se faire sur des sujets très très spécifiques, surtout lorsque parfois on est confronté, on a notre agence qui travaille avec d'autres ingénieries. Donc simplement pour essayer de fédérer autour du projet sur des questions un peu spécifiques et techniques, on fait des workshops très ciblés sur des sujets très particuliers. Donc les livrables, c'est évidemment à chaque fois qu'il y a un workshop, il y a forcément un livrable, c'est-à-dire qu'il y a quand même des attendus du workshop, il y a un compte-rendu, il y a une production qui est dessinée, et tout ça, on le consigne dans le carnet de voyage justement. C'est un élément important qui prend toute sa place et toute sa cohérence dans le carnet de voyage. Donc voilà, on va passer rapidement. La culture du détail, très rapidement, la culture du détail, pour moi, c'est surtout la question de la conception tout au long de la vie d'un projet.
La vie d'un projet, ça va de sa phase de conception très en amont au moment d'un concours jusqu'à sa réalisation et l'achèvement des travaux. Donc c'est simplement au travers des outils que j'indiquais, que ce soit le carnet de voyage, que ce soit les workshops, c'est une réflexion au global et c'est surtout la garantie d'offrir une cohérence entre une phase qui a été conçue très en amont par des personnes et une autre phase qui est une phase de réalisation en chantier qui est prise en main par d'autres architectes parfois. Mais l'idée, c'est vraiment de conserver la cohérence. Et du global au détail, il y a toujours une histoire qu'il faut essayer de récupérer et sans forcément réinventer le détail qui est sans rapport avec la conception générale du bâtiment. On s'attache toujours à ça. C'est pour ça qu'il nous semble important de questionner en tous les cas notre architecture dans le détail. Quand on voit ici cet espace avec tout simplement avec des plafonds acoustiques, une technique qui est apparente, ça, on travaille dans le détail. Le NSM, justement l'école de la marine, on avait fait les mêmes choix de rendre apparent toute la technique parce que les gars étaient des jeunes ingénieurs et parce que la technique sur un bateau, c'est ni plus ni moins que la même qu'on retrouve dans un bâtiment classique, hormis les salles machines. Le reste, c'est vraiment exactement comme dans un bâtiment. Donc l'idée, c'était de mettre en apparence la technique, vraiment l'intégrer au bâtiment et que ça fasse partie de l'enseignement. Et ici, j'imagine que les architectes ont raisonné de la même manière. Vous êtes aujourd'hui, vous devriez être en capacité à intégrer tous les éléments qui sont ici dans cette pièce, que ce soit des faux plafonds acoustiques comme de la CVC ou en tous les cas l'éclairage avec ces rails. Voilà. Mais c'est pas plus compliqué. Mais dans la manière dont les architectes l'ont géré ici, on voit bien qu'il y a au moins une cohérence entre la gestion globale des espaces jusqu'au détail. Et c'est cette attention qu'il faut porter. Bon, on va pas... Le détail, bon, je pense qu'on va pas... C'est très rapide. Ensuite, l'avant-dernier point, c'est un élément essentiel, important parce que on considère, c'est un peu la philosophie aussi de l'AIA, qu'à partir du moment où on a un chef de projet, on est tous intéressés à l'économie du projet. C'est-à-dire qu'on a tous, il faut que tout le monde ait conscience qu'à un moment ou à un autre, on est là pour produire, que ce temps de production, il a un coût, et que le coût, normalement, c'est celui qu'on a négocié avec un maître d'ouvrage lorsqu'on a signé un contrat, qu'on s'est engagé dans le temps. Alors aujourd'hui, la loi MOP, malheureusement, tente à disparaître, et en tous les cas, le cadre de la loi MOP tente à disparaître. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est un peu une mise en garde, mais l'économie est de plus en plus sauvage et que la concurrence est assez dure et que les maîtres d'ouvrage ont tendance à nous demander énormément et bien plus que nécessaire. Et on va sortir souvent, bien souvent, du cadre des contrats. Donc il faut être assez armé, je pense, et être conscient du temps qu'on passe sur un projet. Et on demande donc aux architectes et aux ingénieurs, ça c'est vraiment tout simple, de bâtir très en amont ce qu'on appelle des chronogrammes. C'est tout simple, hein. On a un contrat, en général avec un maître d'ouvrage, on sait exactement ce qu'on va toucher sur chacune des phases, APS, APD, Pro, etc. On demande à tous les chefs de projet de construire ce chronogramme, simplement de mettre dans le temps qu'on a, si on a 2 mois pour faire un APS, pour un lycée ou je ne sais quoi, de mettre dans le temps le nombre de personnes qui souhaitent, en fonction des profils qu'ils souhaitent. Ça peut être une personne qui fera que de l'aménagement intérieur, ça peut être un assistant chef de projet, mais on lui demande de faire un chronogramme cohérent avec le contrat qu'on a, ou en tous les cas cohérent par rapport au budget qu'il a à gérer dans sa phase. Et ça responsabilise les personnes à l'agence, non seulement sur le temps qu'ils vont passer. C'est un cadre nécessaire si on veut éviter de trop déraper et financièrement de se mettre à risque. L'objet, c'est pas que, évidemment, on se mette à risque sur le projet, c'est qu'on gère le mieux possible notre temps, en sachant qu'on est tous attachés au temps de la conception. Mais ce temps de la conception, il faut aussi le cadrer, parce que si on n'a pas cette conscience, on peut dériver assez rapidement. Et en tous les cas, ne pas faire les choix au moment opportun qui nous aident à franchir une étape, à avancer et à éviter de s'engluer dans une phase. Donc ça, c'est un élément important et c'est vital malgré tout si on veut que nos structures perdurent, ou en tous les cas, si on veut non seulement vivre de notre métier,
Et c'est quand même ce que je souhaite à tous. Rapidement, bon, on va pas... Et le retour d'expérience, ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est des moments qui sont essentiels. Comme je disais, c'est un bilan simple, il est objectif, mais on souhaite le faire sur chacune des phases. Quand on a fini une phase, c'est une phase de conception, vous pourriez le faire sur les phases de rendu ici à l'école, surtout si vous faites des travaux collectifs. Simplement se dire qu'est-ce qui a marché, où est-ce qu'on est arrivé, qu'est-ce qui n'a pas marché et comment la prochaine fois on pourrait améliorer la manière dont on aborde le projet ou l'organisation du projet. C'est simplement ces petits moments qui permettent de... Alors on ne passe pas un temps éternel, on ne se flagelle pas non plus, l'objet c'est pas de se flageller ou en tous les cas chercher des responsables, mais l'objet c'est simplement de s'améliorer dans nos pratiques et être sûr que la fois suivante, on avance de façon plus sereine et justement dans la gestion du temps pour se libérer le maximum de temps sur la conception des projets. Voilà, ces retours, on les fait donc sur les différentes phases. On ne va pas revenir dans le détail, mais on le fait sur toutes les phases de concours, y compris jusqu'à la fin, quand on fait le point final sur un projet et qu'on livre un projet. On le fait de manière presque sur l'ensemble des phases pour voir ce qui a marché sur le projet. Même dans la relation avec un client, c'est hyper important. On va voir les clients une fois, en général c'est 1 an après, on essaie de les voir, pour avoir un retour de leur part sur la manière dont ils ont perçu notre travail. Et ça, c'est des moments qui sont super importants parce que vous allez un peu comprendre ce qui a marché avec un maître d'ouvrage. C'est essentiel pour affronter d'autres maîtres d'ouvrage de demain. C'est comprendre ce qu'il attendait de vous, s'il a été satisfait, s'il pense qu'il y a des choses à côté desquelles vous êtes passé. Ça vous aidera justement à être mieux armé lorsque vous rencontrerez d'autres maîtres d'ouvrage et que vous serez en capacité presque à anticiper un certain nombre de questions que vous poseront les maîtres d'ouvrage. Donc ces moments, ils sont hyper importants, mais ils établissent aussi une certaine forme de confiance avec un maître d'ouvrage. Et on a eu des maîtres d'ouvrage qui sont revenus nous voir parce qu'ils trouvaient la démarche en soi tout à fait louable. Et ils étaient conscients du fait qu'on avait envie de progresser. Ils sont revenus nous chercher pour faire d'autres projets avec eux, parce qu'ils savaient qu'on ne recommencerait pas collectivement, y compris avec eux, les erreurs qu'on avait parfois faites au moment où on avait réalisé notre bâtiment. Voilà. Mais globalement, les choses se passent bien, il faut être confiant aussi. C'est pas simple, mais on y arrive. Voilà. Voilà en gros ce que je pouvais vous raconter en tous les cas sur ce que nous on fait à l'AIA et la manière dont on arrive à travailler collectivement. C'est vrai que je ne suis pas plus rentré dans le détail de la conception des projets. Je pourrais vous en parler, mais ce n'était pas trop le sujet aujourd'hui. Je suis à l'écoute de questions. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, mais y compris sur la conception architecturale, parce que je ne veux pas vous frustrer. C'est quand même un merveilleux moment, le moment des études. Il faut que ça reste sur des sujets qui sont déterminants pour nous, et les sujets de conception sont des sujets aussi déterminants. Merci infiniment, parce que c'était très riche. On sent effectivement ce que disait Aaron, c'est-à-dire la gestion de la complexité, à la fois la complexité d'une équipe, d'avoir 150 personnes à Paris et 600 dans le global, et puis la gestion de la complexité des projets. Alors, des questions. Le salaire moyen d'un chef de projet ou d'un mandataire, peut-être, cette notion est importante, et également le salaire moyen d'un junior qui débute chez vous. Alors, le chiffre d'affaires, en gros, on est 600 et c'est 60 millions d'euros. Donc, en gros, c'est simple, hein. Vous retenez un chiffre, c'est 100 000 euros par personne. Si demain, vous êtes en capacité à gagner 100 000 euros par an, et si vous êtes seul, c'est très bien, vous pourrez vous contenter de moins. Mais dès que vous avez une structure aussi lourde que la nôtre, c'est vrai qu'on a un certain nombre de frais fixes qui, de fait, font monter un peu ce niveau-là. Mais 100 000, c'est beaucoup. Mais si vous avez une agence de 10 personnes, il faut tourner à 90 000 euros par tête et par an, quoi. C'est-à-dire que lorsque vous avez 10 personnes, il faut que vous ayez au moins 900 000 euros de rentrée dans l'année. Et ça, c'est gros, mais en gros, on n'est pas loin de la vérité avec ces chiffres-là. Ensuite, sur le salaire moyen, c'est pareil. Moi, j'observe sur la grille des salaires de l'agence, il y a une courbe
enfin une droite qui est assez régulière, qui est en gros 200 € par âge. C'est un truc tout bête, hein. C'est-à-dire que vous avez 28 ans, vous commencez à 2800 €. Vous avez 50 ans, normalement vous devez être à 5000 €. Non mais c'est un truc que j'ai observé parce que j'ai une grille et qu'il y a beaucoup de... mais c'est vraiment tout bête. Et ensuite, il y a les gens qui sortent de la grille, et il y en a dont la courbe s'infléchisse au bout d'un moment. Mais c'est tout bête. Les gens qui ne sont pas motivés, en général, ils stagnent à un moment. Ceux qui sont réguliers, ils restent sur cette courbe. Et évidemment, les bons, ils sortent et puis ils franchissent cette courbe. Mais en gros, c'est ça. C'est-à-dire que demain, quand vous rentrez sur le champ du travail, vous partez de cette base. Si vous estimez que vous êtes quelqu'un de performant, vous pouvez vous valoriser au-dessus. Ce n'est pas un problème. Mais c'est une base qui est assez juste, parce que c'est vrai que moi, on l'observe, moi je l'ai observé, je l'ai confronté avec mes associés sur les différentes structures. On a ce rapport en tous les cas entre âge et 100 €, ça marche. Donc un jeune diplômé qui sort en moyenne aujourd'hui à 25 ans et demi, à peu près. Oui, ça, il demande 2600 €, quoi. D'accord. Brut, hein. Oui, salaire brut. On est toujours sur salaire brut. Oui, non, mais c'est. Alors nous, on raisonne uniquement en brut, mais vous enlevez 23% et c'est bon. Mais c'est voilà. Et ensuite, en fonction, mais c'est à vous de vous juger et de vous jauger par rapport aux autres, parce que j'imagine que déjà à l'école, les différences peut-être existent. C'est pas moi qui vais les construire pour vous. Et puis de l'ambition que vous portez sur une agence. Enfin, lorsque moi je reçois de jeunes archis, je m'attache évidemment à la production, je m'attache énormément au discours et à la capacité qu'a la personne à se projeter dans la structure en fonction de son ambition. Et c'est moi qui l'évalue aussi. S'il sort de la grille que j'évoquais, ça ne me gêne pas. Si je perçois en tous les cas des ambitions chez cet architecte, j'ai aucun souci à faire un effort. Mais l'objet, enfin nous, c'est vrai qu'on gère pas mal de salaire, nous l'objet c'est essayer d'éviter les disparités et de trouver une forme d'équilibre. Cet équilibre il est vital parce que c'est vrai qu'on gère plusieurs salaires, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Il y a une forme d'équilibre social qu'il faut maintenir, mais il n'y a aucune raison qu'on ne valorise pas les talents, quoi. J'entends beaucoup de réactions dans le public, donc plutôt que de réagir de votre côté, partagez vos réactions. C'est pas assez? C'est plutôt dans la moyenne haute de ce qu'on a reçu jusque-là, non? Alors, des questions? Oui, bonsoir. Vous avez parlé d'ingénierie environnementale. Qu'est-ce que vous mettez dans ce terme et comment vous le proposez au maître d'ouvrage? On vend, le bureau d'études, en tous les cas, Studio Environnement, vend des prestations à l'externe. Ce sont des gens qui font toutes les études de valorisation thermique, qui font tout ce qui est calcul matériaux biosourcés, bilan carbone, qui font... en gros, c'est ça. Et plus le suivi de l'HQE. Enfin, la HQE, c'est... Aujourd'hui, il y a tout qui en tous les cas, suivent le projet, suivant leur classification et suivant tous les critères de classification. Quelle que soit justement la classification, que ce soit HQE, F-Énergie, tout ça. Pour s'assurer du label Oui, quand il y a une démarche qui est imposée, on le fait, on l'ajuste avec un maître d'ouvrage. Quand il y a une labellisation qui est demandée, en effet, de toute façon, il y a un suivi. On fait aussi de l'audit, c'est-à-dire que notre bureau d'études fait de l'audit pour d'autres projets qui sont labellisés. Donc voilà, on est parfois audité, mais on peut auditer d'autres. Enfin, notre bureau d'études peut auditer d'autres projets. Vous sortez des bâtiments positifs ou qui produisent de l'énergie? Oui, celui du Havre, c'est un bâtiment énergie positive, sauf janvier-février. Non mais alors, à énergie positive, c'était mensuel, c'est-à-dire que le bâtiment devait être autonome mensuellement. C'est pas annuellement, parce que là, il est super autonome annuellement, mais on avait par contre un critère qui était assez fort, c'était d'être autonome mensuellement. Et voilà.
Mais on a une production photovoltaïque, on a un certain nombre d'objets récupérateurs d'énergie et tout, donc ça nous permettait d'être positifs. Avec l'exploitation, avec l'exploitation, parce qu'on avait un engagement sur l'exploitation. C'est un projet où on était en conception-réalisation et on avait 1 an d'engagement sur l'exploitation du bâtiment, où il fallait que on soit là pendant 1 an pour assurer que les engagements qui avaient été pris au moment de la conception soient bien présents au bout d'1 an de fonctionnement. Et après, ils font comment Après, le maître d'ouvrage, il a sa propre ingénierie, ou il a ses techniciens qui travaillent, ou sinon il prend un contrat de maintenance avec quelqu'un qui fait que ça. Donc il y a des structures qui font que ça, et ça dépend des bâtiments, ça dépend des projets. Quand c'est sur des hôpitaux, ils ont des services qui sont parfaitement aguerris. Et ils se retrouvent, c'est rentable pour l'instant, ou c'est encore des grosses usines pour... Non, je pense qu'ils s'y retrouvent. Non, quand les techniques... non, de toute façon, on a un engagement aussi sur les techniques, donc je pense qu'ils s'y retrouvent. Non, réellement, ils s'y retrouvent. Mais même quand... En gros, lorsqu'on livre des bâtiments de santé, compte tenu du fait qu'ils avaient un patrimoine qui était très très vieux, la première année, ils font d'énormes économies justement sur tout ce qui est énergie. Et c'est un énorme poste pour des hôpitaux. Je ne sais plus par rapport au budget d'un hôpital, le budget, ça reste évidemment les ressources humaines, mais c'est un énorme poste, la maintenance et toutes les énergies qui sont sur les hôpitaux. Donc très rapidement, ils s'y retrouvent sur les premières années. Et nous, on leur fait des simulations aussi pour leur montrer sur combien d'années ils s'y retrouveront et quel est le gain. On fait des calculs aussi dans le temps pour leur montrer les gains qu'ils vont dégager justement en termes d'économie. Dans bien des cas, quand on engage des techniques et qu'on fait des choix sur des techniques, ils nous demandent de faire une étude justement qui leur permette au coût global de valoriser justement l'achat ou le choix qu'on fait sur les techniques. Et sur des plus petites échelles les petites échelles, elles se managent comme les grosses, avec des techniques un peu différentes et moins performantes. Moins performantes, pas forcément, justement sur l'énergie, pas forcément. Aujourd'hui, c'est plus simple, même sur une maison, avoir une maison totalement passive, c'est super simple. C'est pas un truc très compliqué. Ouais. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être, Laurent, si la lumière vous éblouit, si vous voulez descendre devant la chaire, vous serez moins gêné. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour. Le profil type du jeune architecte qui postule chez vous, ça correspond à quoi du coup? Il y en a un, c'est une bonne question. Ouais. Il y en a un, ils sont souvent intéressés par justement le dialogue archi et technique. C'est pas toujours des concepteurs géniaux, parce que c'est vrai que la difficulté, c'est évidemment, l'enjeu pour nous, en tout cas sur les sujets qu'on travaille, c'est d'ambitionner l'architecture, y compris sur des projets un peu complexes. Donc on a des projets qui sont vraisemblablement moins démonstratifs que d'autres, qui se travaillent à une autre échelle avec une économie qui est parfois assez tirée, donc des bâtiments assez rationnels, assez simples. Donc c'est vrai que de fait, les gens viennent aujourd'hui par rapport à ce qu'ils ont perçu sur un site, et souvent avec un attachement d'intégrer dès le travail, puisque le travail à l'agence, on le fait dans un environnement comme cette salle, il peut y avoir des ingénieurs et des architectes, on est complètement mélangés, pour acquérir cette culture technique, dans bien des cas pour les architectes. Et les ingénieurs, c'est pour travailler avec des architectes et être au plus près de la conception. D'accord. Une deuxième question, est-ce que vous attachez une importance peut-être particulière à des données peut-être plus urbanistiques dans la recherche, l'étude de sites en amont de ce projet-là, et donc du coup une recherche spécifique de ce genre de profil? On a une division qui s'appelle AIA Territoire, qui fait des études urbaines. De toute façon, sur n'importe quel projet, la question urbaine, elle est prégnante et présente. Mais ils s'occupent de sujets de développement de ZAC. On fait beaucoup d'études de valorisation de sites, donc avec des études urbaines, que ce soit pour des promoteurs ou des grands groupes. Et puis, mais la question urbaine, c'est une question d'archi très en amont sur un projet, quoi. Donc les architectes ont cette attention-là.
On a des spécialistes qui nous aident sur des questions, mais on travaille en général dans la ville, avec la ville, donc l'urbanisme reste un des premiers sujets à traiter quand on fait un projet. Encore d'autres questions? Aaron, peut-être tu voulais... C'est une question assez simple, c'est-à-dire que dans cette présentation, on voit bien qu'effectivement, on sent une évolution assez significative dans la pratique et cette question de la gestion de la complexité. Et moi, j'aimerais un peu ton sentiment, puisque tu es au cœur de cette étape, quelque part, qui est complètement franchie chez Aya, ton avis sur ce qui s'annonce, c'est-à-dire si on fait de l'anticipation, avec cette révolution notamment du BIM qui est vraiment maintenant en place et qui ne va faire qu'accélérer tout ça, les questions de digitalisation, de gestion en cycle de vie. Si on dit dans 20 ans ou 30 ans, ton avis, c'est quoi être architecte en 2050? C'est ça. Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'archi, c'est malgré tout et avant tout la gestion de la complexité. Ça n'est que ça. Mais ceci dit, moi, je trouve un vrai confort dans la structure dans laquelle je suis, parce que à cette question de la complexité, je trouve énormément de réponses, parce qu'il y a énormément de compétences. Il y a énormément de compétences et il n'y a pas d'enjeu financier. Là, il y a un truc qui est super important. C'est-à-dire que lorsqu'un maître d'œuvre, lorsque vous serez maître d'œuvre et que vous allez chercher un bureau d'études, vous allez négocier âprement, c'est vous qui allez négocier les honoraires de votre bureau d'études. Et il y a déjà un premier combat qui est faussé, c'est le combat financier avec un prestataire avec qui on a envie de travailler en toute confiance. Et chez nous, la question ne se pose pas. C'est-à-dire que s'il y a des sujets techniques qui nécessitent plus de temps sur un projet, on s'en fout. Moi, j'ai des parts dans l'ingénierie comme dans l'architecture, et ce n'est pas le sujet. Donc, je peux aller chercher, il y a un champ de compétences assez vaste à l'agence, je peux aller chercher ce que je veux en fonction de l'enjeu du projet. Mais ce que moi je trouve, en tous les cas à l'AIA, je pense que ça existe aussi à l'extérieur. C'est-à-dire on peut le pratiquer aujourd'hui à l'extérieur. C'est un confort de pouvoir bénéficier de ça. C'est-à-dire que ça nous oblige, justement en termes d'organisation, justement, ça c'est clair, et de toute façon on n'a pas le choix, si on veut vraiment être pertinent. Mais on est en capacité à aller chercher à l'extérieur les compétences qu'on souhaite à intégrer un projet. Sauf qu'il va nous en coûter systématiquement, et on ne mesure pas forcément le poids de ce financement. Mais il y a tellement de questions pour un architecte, et c'est hallucinant. De toute façon, il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait une question et des questions sur l'architecture du projet, quoi. Et il y a toujours des questionnements. C'est un bain bouillant. Quand tu prends un projet en amont, c'est ce qu'il y a de plus simple à la limite. Quand on est en amont sur une phase et que plus les choses se cristallisent autour du projet, plus il rentre dans le dur avec le chantier, et plus il est confronté au questionnement d'un bureau de contrôle, d'une entreprise. C'est la gestion de cette complexité qu'il faut assumer. Mais c'est vrai que c'est plus simple quand on a toutes les compétences chez soi, parce qu'on a en capacité à apporter aussi les réponses à tous ces questionnements. On peut les trouver ailleurs. Moi, je trouve un vrai confort. Alors, je ne sais pas, moi, je suis incapable de dire s'il y a une évolution et s'il y aura une disparition des petites structures vers les grandes. Moi, je suis convaincu que malgré tout, on peut travailler une petite échelle. Moi, je pense que l'intérêt, c'est qu'on est obligé aussi d'être sur des sujets complexes. Donc, de toute façon, de fait, quand on est 150 à l'agence, on est obligé d'avoir de gros projets. On ne peut pas rentrer une multitude de petits projets, ça serait ingérable. Donc, ce sont forcément des projets qui appellent une certaine forme de complexité par les usages, comme on vient ou par l'organisation et la taille du projet, tout simplement. Mais on peut travailler à toutes les échelles. Ensuite, c'est plutôt de savoir, quand on est architecte, quels sont les sujets qui nous portent, quoi. Et on peut travailler il y a de magnifiques architectes, quand tu vois Glenn Murcutt, le mec, il fait à la pêche l'après-midi, mais il fait des maisons. Il a choisi de faire des maisons. Mais il fait des maisons qui sont sublimes, quoi. Donc c'est un choix que chacun doit porter.
Il y a des pratiques qui sont différentes, qui sont liées à la taille, mais c'est un choix éthique que chacun fait de son côté, quoi. Je prolonge un peu la question. On sent que, si on parle sans parler de grande taille de projet, mais sur des bâtiments moyens, on sent qu'il y a quand même une évolution vers des bâtiments de plus en plus maîtrisés, une certaine flexibilité, la question de la domotique, l'optimisation du fonctionnement, des utilisations, avec aussi la question du carbone, etc. Et donc on sent que cette complexité, elle est positive, parce que on est en train de, quelque part, on sent qu'on va petit à petit résorber le retard qu'on a dans le bâtiment par rapport, par exemple, au monde de l'automobile ou de l'aviation, pour comparer des choses concrètes. On sent que ça, c'est en train de se mettre en route par notamment cette question de la digitalisation et de nombreuses informations qu'on est amené à brasser sur un bâtiment d'aujourd'hui et de demain. Donc, c'est besoin de nombreuses compétences, disciplines, expertises conjuguées sur un acte de concevoir. Et donc, la question, c'est au sein d'une école d'architecture, nous, on a un job assez concrètement, c'est qu'on a des étudiants qui rentrent, 5 ans après, ils en sortent. Et nous, on est un peu payés pour ça, c'est-à-dire être garant que les notions qu'on va aborder avec eux, elles sont les plus opérationnelles possibles pour leur métier de demain. Et c'est un peu dans ce sens-là que je titille la question de savoir si ce métier, selon toi, il évolue, si la discipline, elle évolue, et si peut-être les attentes au sein de la formation et d'une école d'architecture aujourd'hui, notamment ce lien architecture, ingénierie, on a parlé de l'urbanisme, enfin ces disciplines qui se croisent et qui se mélangent tout en étant en France très compartimentées, si selon toi, c'est peut-être quelque chose qui doit évoluer, si certaines barrières doivent être franchies. Voilà, c'est le sens de ma question sur la formation en fait. L'évolution de la formation, c'est une évolution de culture, de manière générale. C'est-à-dire que c'est vrai que l'attention aujourd'hui au champ environnemental, il a pris une place assez importante. Que c'est une question chez toutes les jeunes générations, elle est légitime, hein, et que toutes les jeunes générations ont envie de la porter avec les projets. Donc je pense que c'est une évolution culturelle aussi. Ça n'empêche qu'il y a aussi des évolutions d'organisation, mais je pense que c'est beaucoup une culture qui évolue c'est eux qui nous poussent. C'est pas tellement nous on peut les aider en fonction de leur aspiration et de la culture avec laquelle ils arrivent, à les accompagner dans ce choix-là, dans ces choix qui sont des choix souvent éthiques, assez difficiles, mais malgré tout, à les accompagner, à leur donner les armes. Ensuite, c'est vrai que les paradigmes changent aussi. La technique est de plus en plus prégnante, mais déjà j'imagine à l'école, la maquette numérique, c'est un élément assez complexe qui va être sûrement un outil facilitateur, mais aussi un point de blocage. Moi, je perçois aussi pas mal de blocage là-dessus, parce que c'est souvent en contradiction avec la manière dont peut évoluer un projet. Cristalliser trop tôt les choses, les figer, c'est ensuite les contraindre à une forme d'évolution, ou en tout cas les limiter dans leurs évolutions. Mais on n'y échappe pas parce que tout le monde en a besoin, parce que c'est aussi une façon de maîtriser et d'anticiper le projet, l'appréhension du projet, ou en tous les cas, même de rentrer dans le projet. Nous, on a acheté des lunettes, et maintenant on arrive sur une conception très en amont, à voir virtuellement les trucs, et demain je suis sûr qu'on sera en capacité à mettre des lunettes pour redessiner, comme au lieu d'être SketchUp, s'emmerder à l'intérieur d'un volume, tu mettras tes lunettes, tu seras dans l'espace et tu pourras cliquer sur les surfaces et définir ta surface et tout. On sera en capacité à le faire dans le volume, dans le bâtiment, et à tout définir de façon totalement virtuelle et intégrée. Mais est-ce que, moi, à la limite, c'est les outils en soi, c'est vrai que les outils deviennent complexes, mais ils vont se simplifier aussi. Ça n'empêche que l'outil ne fera jamais le projet architectural et la qualité d'un projet architectural. En définitive, l'essence et la flamme de notre projet, enfin de notre savoir, c'est quand même l'intérêt qu'on porte autour de la conception architecturale des projets, quoi, et la capacité qu'on a à la faire vivre sur toutes les phases, quoi. Donc, quelles que soient les échelles, il n'y a pas d'échelle, en sachant qu'aujourd'hui, les outils, mais nous, ce qu'on appréhende, je pense qu'eux, ils ne l'appréhendent plus du tout. C'est ce qu'on peut... demain, ils seront dans le numérique, et voilà, tout va se faire avec le savoir qu'ils ont déjà acquis et qui est largement supérieur au nôtre. Donc, il faut avoir confiance. Et les évolutions, moi, on les appréhende un peu. C'est vrai que la taille des structures, je ne suis pas convaincu qu'on aille forcément vers des grosses agences non plus, quoi. Je pense qu'il y aura un équilibre qui va se créer. Ça ne sera pas demain la révolution. Ok,
J'enchaîne une question, puis après je passe bien sûr le micro. Autre chose qui est liée, mais pas vraiment, on a vu toute une méthode assez sophistiquée de gestion, on va dire, de la création et de la réflexion collaborative. Moi, ma question, c'est la question de la liberté et de l'imprévu. C'est-à-dire, dans ce processus créatif extrêmement stratifié, coordonné, progressif, etc., y a-t-il réellement dans ce processus très partagé à plusieurs un espace pour l'inattendu, l'imprévu, le fait de pouvoir retourner une situation de façon absolument pas organisée, chaînée, qui peut-être peut générer justement cette invention, cette innovation. Et je crois savoir que ça se nomme chez les spécialistes des méthodes comme ça croisées le phénomène Eureka, c'est-à-dire que tout d'un coup une idée émerge par tout un tas de facteurs non prévus et elle permet de monter un stade dans la qualité de la réflexion. Est-ce que ça existe dans votre méthode de travail ? C'est dans le workshop. Dans le workshop, ça existe. En gros, l'imprévu, c'est l'autre. Et c'est la capacité qu'a l'autre à bouleverser ses certitudes, nos propres certitudes. Et à trouver que dans le bouleversement de nos propres certitudes, nos propres appréhensions, il y a une vraie pertinence et une vraie intelligence. Et c'est reconnaître cette intelligence. Mais moi, je pense que c'est tout l'intérêt des workshops, de la confrontation, quoi. Donc, mais l'imprévu, ensuite, notre boulot, c'est quand même de le gérer. Mais en termes de réflexion, il faut laisser une part à l'imprévu, heureusement. Et à la poésie, d'une manière ou d'une autre, toute forme de choses que nous, on doit gérer aussi. On attend de nous, architectes, qu'on soit en capacité à gérer et à porter sur l'esthétique, sur la poésie d'un projet, sur le discours. Il peut être totalement poétique, mais il peut avoir une vraie pertinence pour accompagner un projet ou faire comprendre un projet, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, je vais en poser une sur le lien à la maîtrise d'ouvrage, puisqu'on a reçu dans ce cycle aussi des maîtres d'ouvrage. On a vu dans le début de votre présentation que vous avez une propension à répondre plutôt à des marchés publics, donc hôpitaux, etc. Peut-être nous préciser le pourcentage, combien vous avez de maîtrise d'ouvrage public, voilà. Ouais. Et puis vous demandez aussi, depuis l'existence de l'AIA, et peut-être en venir sur pourquoi vous êtes venu à AIA Life Designer. Ça, c'est aussi une question, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi cette évolution. Est-ce que vous avez senti une évolution dans l'organisation des territoires, de cette maîtrise d'ouvrage public est-ce que la métropolisation, par exemple, ça a eu un effet aussi sur la qualité des projets ou sur ce qui était attendu ? Est-ce qu'en gros, la maîtrise d'ouvrage, elle a changé ? Et si oui ou non, comment vous vous êtes adapté ? Voilà. En gros, on doit avoir, ça doit être très panaché, je pense que ça doit être 50-50 entre privé et public. Et la maîtrise d'ouvrage, elle évolue de fait, parce que c'est vrai que même le public est souvent en retard, que le privé est bien plus capé, plus armé et plus exigeant que le public parfois. Ça dépend. Je pense qu'il y a toutes sortes de maîtres d'ouvrage. On a rencontré vraiment toutes sortes de maîtres d'ouvrage. Ensuite, sur AIA Life Designer, en gros, c'est non seulement pour sortir un peu du champ architecte-ingénieur associé, qui était un champ assez restrictif, qu'on ouvrait évidemment à la question du territoire, à réflexion sur le territoire, l'environnement. Ça, c'était un élément hyper important. Mais c'est aussi pour intégrer les usages et les pratiques. C'est-à-dire qu'on est attaché à intégrer les maîtres d'ouvrage dans la réflexion des projets le plus possible. En tous les cas, quand ils ont cette disponibilité-là, on est toujours ouvert. Et la question de l'usage, pour moi, c'est une question primordiale. Moi, j'ai deux références. De toute façon, c'est Vitruve, c'est tout con, c'est tout bête, mais c'est quand même un élément essentiel. C'est-à-dire que si on n'a pas compris à un moment que le plus petit dénominateur commun de l'architecture, c'était avant tout la question de l'usage. Ensuite, il y a la question de la technique, la solidité. Enfin, Vitruve, c'est soliditas. Et ensuite, la Vénustas, la beauté. Pour moi, c'est le champ culturel et c'est l'esthétique. Mais c'est toute la culture qui est autour du projet. Il y a quand même avant tout la question de l'usage. La question de l'usage, c'est ce que je disais tout à l'heure. Un maître d'ouvrage vient nous voir parce qu'on est en capacité à mettre une forme à son usage. Mais c'est notre seule supériorité. Mais si on n'intègre pas cette question de l'usage, on est simplement des sculpteurs. Si on évacue la question de l'usage, on est un plasticien, sculpteur génial. Certains sont très talentueux et sont en capacité, malgré tout, à challenger au maximum, justement, formellement les choses pour intégrer malgré tout de l'usage. Ça reste dans bien des cas des musées, mais c'est des superbes objets. Mais cette question de l'usage, pour moi, c'est une question essentielle
parce que on voit bien qu'aujourd'hui même, les programmes évoluent beaucoup dans la question de l'usage, des usages partagés. Enfin, dans le logement, c'est incroyable. Enfin, il suffit de regarder tout ce qui s'est fait dans les derniers concours sur Réinventer Paris. En gros, c'est principalement la vraie évolution, c'est la question de l'usage, et qu'un promoteur a à se projeter dans des nouveaux usages à proposer. Et c'est vraiment à chaque fois, parce que les projets en soi, plastiquement, sont intéressants, ils ont une pertinence, mais c'est toujours la question de l'usage qui a remis en question et qui a questionné l'architecture. Et c'était un peu pour intégrer aussi cette dimension, en tous les cas, que nous, en tous les cas, puisque on travaillait sur des sujets qui étaient très très questionnés sur l'usage, semblait intéressant à mettre en scène. Et puis, c'est un peu un regard qu'on porte à nos maîtres d'ouvrage de manière générale, quelle que soit son échelle, quoi. Vous avez répondu aux appels Réinventer Paris, Ouais. voilà. Oui, mais on est passé un peu à côté. C'est très bizarre, parce qu'il y a eu on avait des projets qui étaient assez ambitieux, mais je pense que c'était un peu couru d'avance et c'était vraiment super arrangé, quoi. Ça, c'est un peu dommage, mais bon, tout le monde n'a pas eu les mêmes équités, mais c'est une bonne expérience, hein, c'est jamais perdu. Ce qu'il faut, c'est être convaincu. Juste pour finir, sur les histoires de conviction, je vous recommande tous d'aller voir un film qui s'appelle Mes Provinciales. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est un film magnifique sur la création. C'est simplement une histoire d'un jeune réalisateur, mais c'est exactement les questions qu'un architecte doit se poser, c'est exactement les mêmes. C'est exactement les mêmes doutes qu'un doit avoir un architecte face à la création, et c'est le même champ culturel que celui de l'architecte. Donc allez voir ce film, c'est un film superbe, vous ne perdrez pas votre temps, et je pense que ça vous apprendra beaucoup sur vos pratiques et sur votre rapport justement à l'architecture. Voilà. Merci en tous les cas. Merci beaucoup.